Bienvenue à tous. Vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs passionnants autour d'une thématique choisie. Pour vous accompagner dans cet épisode, nous serons deux. Je m'appelle Emmanuel Robert et je suis avec notre jeune journaliste Elisa. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Emmanuel Goodsales, partenaire chez White Corporate Affairs, bureau de communication et de relations publiques. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais parler à nos auditeurs du 14e prix belge de l'énergie et de l'environnement soutenu par Bessie. Si votre entreprise a réalisé des projets durables en matière d'énergie, de mobilité, d'économie circulaire, etc., si vous pensez faire aussi bien que d'anciens lauréats comme Athénor, Nexans, Brussels by Water, Pervin Fungi ou Aouga, introduisez votre dossier avant le 24 avril. Un site web www.eeawards.be. Emmanuel Goodsales, on l'a dit, vous êtes l'un des fondateurs de l'agence White Corporate. Vous avez derrière vous une carrière déjà longue en journalisme, communication et marketing. Vous êtes également maître de conférences à l'université de Louvain. Enfin, vous êtes notre rédacteur en chef invité dans le magazine Bruxelles Métropole de ce mois de janvier. Ça fait beaucoup, ça. Oui. Ça fait beaucoup. Dans ce numéro que vous avez dirigé, vous pointez notamment la réputation comme l'un des enjeux contemporains de l'entreprise. Où situez-vous l'importance de la communication pour les entreprises ? Alors déjà, il faut dissocier communication et réputation. La réputation de l'entreprise, elle est basée sur ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Et donc, tout n'est pas communication. En tout cas, si tout n'est pas communication, tout n'est pas lié au service de communication. Donc, c'est vraiment la manière dont une entreprise agit par rapport à ses parties prenantes. Et donc, effectivement, ça va de l'accueil, ça va du call center, ça va de la communication marketing. Donc, c'est un certain nombre d'éléments et de comportements qui fait qu'on adhère, on aime ou on n'aime pas une entreprise. Donc ça, c'est la réputation. Et la communication, c'est les éléments qui permettent à une entreprise à développer son image. Mais il faut toujours que la communication soit en adéquation avec ce que l'entreprise est. Et donc, un des grands travers de beaucoup de dirigeants d'entreprise, c'est de penser que la communication et la réputation sont deux mêmes choses. C'est pas en communiquant bien et en ne faisant les choses mal que la réputation va augmenter. Il faut d'abord travailler sur ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on offre, et la communication peut accroître la visibilité des bienfaits ou de la bonne culture de l'entreprise. Autrement dit, la communication ne peut pas rattraper la réputation si elle est mauvaise. Il faut d'abord agir sur les actes. Tout à fait. La réputation, c'est ce qu'on est. C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. Comment on gère ce qu'on dit de vous ? C'est très, très intéressant parce qu'on est vraiment dans un nouvel ère de communication. On le voit surtout au niveau politique, et je ne parle pas de la politique belge, mais on le voit par Donald Trump aux États-Unis, on le voit par ce qui se passe en France, les gilets jaunes, on le voit aussi ce qui se passe chez nous, et certains hommes politiques belges et flamands en particulier, où ce qui était considéré comme rationnel et politiquement correct était une des règles, et qu'aujourd'hui, en fait, on peut être politiquement incorrect et irrationnel, et ça a l'air de fonctionner. Ce qui est très angoissant pour les entreprises, évidemment, puisqu'une entreprise a un certain nombre de contraintes, qu'elles soient juridiques, d'ordre financier quand elle est cotée en bourse, et on ne peut pas jouer sur ce registre-là. Et donc, il y a une sorte aujourd'hui de dichotomie entre le citoyen qui est libre de s'exprimer par tous les moyens. On le voit si vous lisez un article de presse en ligne, quand vous voyez les débats qui sont en dessous, les gens s'invectivent, s'injurient, défendent des intérêts, jouent sur une politique, etc. Et une entreprise doit rester extrêmement rationnelle dans un débat qui devient de plus en plus émotionnel. Et donc là, aujourd'hui, je pense que c'est un des grands challenges des entreprises, c'est comment pousser un peu plus les limites du politiquement correct. Il faut que l'entreprise reste politiquement correcte, mais il faut qu'elle rentre aussi dans un domaine qui est un peu plus émotionnel, donc il faut qu'elle soit un peu plus ronde. Voilà, ça c'est, je pense, les grands challenges de la communication, de la réputation aujourd'hui. Autre challenge, la réactivité aussi. La vitesse de la communication ne vous laisse pas toujours le temps de réfléchir à ce que vous allez publier, à ce que vous allez dire. Là où on prenait quelques jours pour faire une communication, aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite. Ah, ça, c'est tout à fait vrai, à tout niveau. Ça veut dire que ça se passe déjà au niveau de la presse traditionnelle, qu'elle soit presse écrite, radio, télévision, ça va très très vite, les agences de presse, et aussi par rapport à tout ce qui est médias sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et donc, aujourd'hui, une entreprise ne peut plus
J'ai connu les temps bénis où une situation de crise, il fallait la résoudre dans les 24 heures. Aujourd'hui, et puis on a glissé vers la demi-journée, et puis on a glissé vers les 2 heures. Et aujourd'hui, on est plutôt dans le quart d'heure. Aujourd'hui, on est dans le quart d'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'une entreprise doit se préparer et avoir défini une attitude, des messages à émettre en cas de situation sensible. Et deux, de donner la liberté aux communicants, aux porte-parole, pour dire au fond, on ne peut plus aujourd'hui avoir une communication, une réaction qui doit être validée par le CEO, par le service juridique, par le service financier et arriver 8 heures après. Donc aujourd'hui, il faut non seulement préparer, mais donner aussi de l'autonomie aux porte-parole pour qu'ils puissent exercer rapidement leur fonction, qui est de prendre la parole et de répondre. Mhm. Mais la caractéristique, c'est qu'on maîtrise je veux dire, l'entreprise maîtrise de moins en moins ce qui est dit d'elle en dehors d'elle-même. Elle peut maîtriser sa propre communication, elle maîtrise de moins en moins ce que ses clients, ce que ses parties prenantes, ce que ses voisins disent d'elle. Et vous le disiez, la façon dont vous le décriviez, je pense, s'applique surtout aux grandes entreprises, mais c'est vrai pour la PME aussi, qui est cotée sur les réseaux sociaux, qui est commentée. Mais il suffit de voir un commerçant aujourd'hui peut avoir un score sur Google. On voit des commentaires, ça va de l'épicerie au coiffeur, au dentiste, où on peut commenter. Et donc effectivement, alors c'est pas de la rapidité, mais c'est aussi une exposition. Avant, on avait une réputation qui était voilà, une discussion entre amis, dans des bars, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est non seulement une communication qui est beaucoup plus rapide, mais en plus qui est persistante et qui reste, qui est faite par écrit et qui est distribuée à des milliers, voire des millions de gens. Donc même effectivement pour un petit commerçant, pour une petite société, pour une PME, on est exactement dans le même réflexe de communication. La difficulté évidemment pour une entreprise comme ça, c'est de pouvoir consacrer du temps à préparer une communication sensible et de bien pouvoir répondre. Ce que je vois aujourd'hui dans les petites sociétés, j'ai fait une expérience récemment dans une petite société, je voulais voir s'il y avait une boutique pour voir si elle était bien cotée ou pas bien cotée. J'ai vu comme toujours sur Internet, il y a la moitié des gens qui trouvent ça que c'est génial, l'autre moitié qui trouvent que c'est horrible, donc c'est très difficile de se faire un avis. Mais je vois souvent que les entreprises, celles qui essayent de répondre, n'ont pas les bons réflexes de communication et ont une manière extrêmement défensive, voire agressive, d'attaquer les gens qui ont du mal sur le rétablissement. Et donc, effectivement, il faut avoir une culture de réaction. Et la culture de réaction dans les médias sociaux, c'est assez simple. C'est un jeu de ping-pong. Donc, tant que vous en renvoyez la balle, vous allez la recevoir. Donc, normalement, le bon réflexe de l'entreprise, c'est de pouvoir prendre une position et puis la maintenir et ne pas jouer du ping-pong. S'il y a quelqu'un qui a envie de rentrer en combat avec vous par médias sociaux, eh bien, il faut juste se défendre une fois et il ne faut pas continuer le jeu parce que sinon, il ne s'arrêtera jamais. Parce que rien de ce que vous pourrez répondre ne pourra mettre fin à la conversation. Si quelqu'un a une mauvaise expérience chez vous, à tort ou à raison, il ne va pas changer d'avis. Donc, vous pouvez comprendre son mécontentement et voir répondre à son mécontentement, mais jouer du ping-pong avec une personne mécontente ne mènera jamais à un accord. Ok, bien. Il y a un autre terme dont on use beaucoup depuis quelques années en communication et en réputation, c'est les fake news. Oui. Ça s'applique aussi aux entreprises. Bien sûr, oui. Les fake news, en fait, c'est quoi les fake news? C'est quelqu'un qui a un objectif politique dans le sens large du terme, donc qui veut prendre un point de vue, et donc va essayer de créer une réaction à travers des fausses informations, donc prêcher le faux pour avoir le vrai, etc. Et donc en fait, ce qu'il faut réfléchir dans la fake news, c'est à qui profite le crime, à qui profite la fake news et pourquoi les gens le font. Mais tout le monde fait l'objet de fake news. Je veux dire, les individus dans Facebook, les entreprises, les petites entreprises, les grandes entreprises. Oui, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre. Et c'est là effectivement où tant dans les médias sociaux, et ça existe, il y a des plateformes où on peut vérifier une information pour voir si elle est juste ou pas juste. Ça s'appelle le hoax, en anglais, c'est lié aux rumeurs. Et le deuxième point, évidemment, c'est le rôle des médias traditionnels. Aujourd'hui, en fait, il y a une course des médias traditionnels à aller au plus vite, aller aussi vite que la médiasphère ou tout ce qui est médias sociaux. Et en fait, je pense que l'avenir de la presse traditionnelle, qu'elle soit écrite, radio ou télévisuelle, c'est justement ne pas tomber
dans les fake news et de pouvoir les analyser. Et donc, dans le grand débat de la qualité de la presse aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils doivent être à la fois attractifs, donc rentrer dans ce côté un peu émotionnel, un peu rapide, etc. Mais aujourd'hui, je pense que l'avenir de la presse dite traditionnelle, ou en tout cas la presse sérieuse, pour la mettre en parallèle ou en opposition à tout ce qui peut se passer dans les médias sociaux, c'est que quand on lit un journal, quand on écoute la radio, on croit. Et donc je pense que l'énorme travail de la communauté journalistique aujourd'hui, c'est de ne pas tomber dans le travail des fake news, de ne pas relayer les fake news et en tout cas les dénoncer. Merci Monsieur Goodsens. Je vais maintenant passer la parole à Elisa qui a également des questions pour vous. Bonjour Emmanuel, justement je vais un petit peu rebondir sur ce qu'on vient de dire, cette histoire de chaud, de froid, de la presse, et je voulais savoir un peu votre avis sur le slow journalisme par exemple, ou ces MOOC qui viennent de plus en plus, qui ont un modèle économique un peu compliqué, mais qu'est-ce que vous pensez de justement prendre le temps et de sortir un peu de ce flow finalement? Je pense que Au niveau de la pérennité. Je pense que ça va être assez compliqué pour les autres types de médias parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a toujours moyen d'approfondir un sujet, il y a moyen de lire des ouvrages, il y a moyen d'aller sur Internet et de regarder des sites sérieux, essayer d'avoir une opinion. Donc je pense que l'abondance de l'information et l'information sérieuse existe. Aujourd'hui, c'est la capacité des individus, on est dedans aussi, d'avoir le temps d'investir. Alors, je pense qu'on le fait pour des motifs ou des sujets qui nous tiennent à cœur, que ce soit un hobby ou des choses, des passions qu'on a. Mais en termes de vérification d'informations ou d'avoir une information rapide, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est quelque chose qui soit bref, précis, concis et juste. Voilà. Et donc, effectivement, je pense que tous les médias qui font de l'investigation, qui font de l'information de fond, doivent continuer, mais il faut pouvoir répondre aux besoins aujourd'hui des individus, de pouvoir accéder à une information rapide et juste, ouais, aussi, et courte. Et on peut d'ailleurs penser au New York Times, qui est vraiment très fort en la matière et qui est en train de développer des logiciels, des espèces de petits robots qui permettent de déceler ou pas la vérité. Alors après, Tout à fait, oui. Après, on va rentrer peut-être dans la science-fiction, mais effectivement. mais de l'intelligence artificielle, justement, au profit finalement de l'information et de l'information vraie, quoi. Tout à fait. Et puis quand on regarde, heureusement, ce qui me rassure dans les médias, c'est quand on regarde l'affaire Weinstein, pour finir, c'est quand même un média très traditionnel, new-yorkais en l'occurrence, qui a dévoilé l'affaire. Et donc effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que toute la communication et toute l'information ne soit diffusée que par les médias sociaux et par des fake news. Il y a encore du journalisme d'investigation, heureusement. Tout à fait. Et c'est intéressant ce que vous dites, je voulais aussi embrayer là-dessus, c'est-à-dire ce rapport un peu amour-haine de la communication et du journalisme. Vous êtes un peu en plein dedans dans cette ambivalence, vous étiez journaliste, maintenant, alors je ne sais pas si vous vous considérez encore journaliste ou si vous vous considérez plus communicant. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté, de cette relation ambivalente, de se dire je suis communicant, je ne peux pas faire du journalisme et vice-versa? Alors, je ne suis plus journaliste et je ne me considère plus comme journaliste du tout. Par contre, je pense que mon passé de journaliste aide à mieux conseiller les entreprises parce que le grand prisme des entreprises, individus, quand je dis entreprise, au fond une organisation, quelle que soit la taille, c'est que, et je pense que c'est toute l'art de la bonne communication et ça s'apprend ou c'est naturel, mais en tout cas, il faut gérer ce qu'on appelle l'empathie et comprendre qui est de l'autre côté. Et ce que je remarque chez toutes les personnes qui sont en relation avec les médias, c'est qu'ils disent « moi j'ai un message à émettre, je veux dire quelque chose, je veux qu'on comprenne que, etc. » Et je dis oui, ça c'est une étape. La deuxième étape, c'est de savoir au fond, si vous rencontrez un journal, qui est le journaliste, quelle est la politique rédactionnelle et quels sont les lecteurs. On ne va pas, et ça me semble une évidence, mais c'est vraiment pour moi une vraie et grande évidence, mais beaucoup de gens, de communicants, de dirigeants ne voient pas toujours dans l'immédiat une différence entre s'exprimer à l'écho ou à la dernière heure ou à la Libre Belgique. Or, on est sur des typologies de lecteurs extrêmement différentes. Donc, il y a la même histoire à raconter de manière extrêmement différente en fonction du lecteur. Et donc, Vous parlez du fait d'adapter le message. Oui, alors il ne faut pas changer le message, Oui. il faut juste l'adapter. Mhm. Il faut juste l'adapter.
Et donc, effectivement, beaucoup de... Ça change un petit peu. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, on disait dites aux journalistes d'écrire ceci. Voilà. Donc, maintenant, ça a quand même un peu changé. On a compris quand même que les journalistes n'étaient pas des gens qui faisaient les Il dictées. y avait un peu un libre arbitre. Voilà. Et voilà. Mais aujourd'hui encore, l'incapacité, je pense qu'on est tous, c'est naturel et humain, on a une incapacité à prendre du recul sur soi ou sur son organisation. Et c'est ce qu'il faut faire en bonne communication, c'est prendre du recul et dire, au fond, je rencontre l'Écho, je rencontre un autre magazine, et je dis, au fond, quels sont les lecteurs et quel est le message que j'ai à faire vis-à-vis de ces lecteurs-là. Alors dans le magazine, vous avez parlé de la numérisation et des enjeux derrière la numérisation. On n'a pas parlé de l'ouverture publique des données, de l'open source, et c'est quand même un sujet qui est fondamental aussi, et j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Vaste débat. Vaste débat, oui, tout à fait. Vaste débat parce que moi, je ne suis personnellement pas très en faveur de l'open source. Pourquoi ? Mais ça dépend à quel niveau. Par exemple, le Wikipédia, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un système qui est extrêmement régulé, qui est gratuit et régulé. Mais par exemple, d'un point de vue artistique, moi je suis un grand amateur de musique et quelque part je trouve ça un peu triste aujourd'hui que la musique est considérée comme un bien culturel gratuit à télécharger gratuitement. Et c'est même presque assez amusant. Je lisais un article il n'y a pas tellement longtemps sur un artiste anglais qui disait « Avant, on faisait des concerts pour promouvoir la vente d'albums. Aujourd'hui, on fait des albums gratuitement parce qu'on sait qu'ils seront téléchargés pour pouvoir promouvoir nos concerts. » Donc aujourd'hui, la source de revenus des artistes, ce ne sont plus la vente de disques, mais c'est les concerts. Et donc on va dans tous les métiers d'art, la littérature aujourd'hui. Heureusement, pour un certain nombre d'éléments, si on prend le livre continue, le livre classique continue à bien exister. Il y a des systèmes électroniques, mais on voit apparemment que le lecteur préfère toujours encore, pour l'instant, le papier. Et alors, pour terminer sur... Et pour l'information, pour l'information, effectivement, c'est moi, ce qui m'ennuie dans l'open source, c'est la notion qu'on s'informe gratuitement et qu'on ne veut plus rémunérer les gens pour le travail qu'ils font. Si je puis est-ce que c'est pas en train de changer? Parce qu'il me semble quand même avoir observé ces dernières années un retour au paywall sur les sites des grands médias, tentative qui avait régulièrement échoué dans les années précédentes. C'est-à-dire, je pense que les médias classiques qui ont rendu l'information gratuite sont rendus compte que, pour finir, ce n'était pas la bonne solution et donc ont décidé de rendre l'accès... Ce qu'ils faisaient un petit peu au début, c'était de rendre l'accès digital ou numérique presque au même prix que le papier. Et ça, c'est plus possible. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui est prêt à payer 300-400 euros pour un abonnement électronique. Aujourd'hui, un quotidien, c'est 300-400 euros par an. Pour le papier, on est prêt à le faire, mais pour le numérique, non. Donc, la parade que certains médias ont trouvée, c'est de rendre leur site extrêmement accessible. Et moi, j'en fais tout à fait partie. Avant, j'avais un seul quotidien papier chez moi. J'ai toujours un seul quotidien papier chez moi. Et j'ai pris les abonnements à 10 euros par mois. Je trouve que c'est tout à fait accessible d'avoir d'autres quotidiens où quand on voyage, quand on est dans le train, où on peut consulter l'information gratuitement, ou moins cher en tout cas. Mais c'est assez paradoxal parce que le journal, par exemple, qui a réussi sa révolution numérique et le modèle payant, c'est le New York Times. Et l'open source est quand même aux États-Unis très très enclin et pour autant on paye quand même pour de l'info. Donc ça prouve aussi que finalement ce schéma peut se dérouler tout en rémunérant les journalistes et en faisant en sorte que le modèle économique tourne. C'est un bel exemple. Tout à fait. Après on est en Europe, c'est pas forcément la même chose. Non, mais quand on voit un quotidien aujourd'hui qu'on peut avoir sur tablette, il y a presque plus de publicité. Ça veut dire effectivement qu'on paye juste le travail rédactionnel. Avant, la publicité payait une partie de la rédaction, mais payait aussi tout le coût d'infrastructure d'une impression, ce qu'il y a même aujourd'hui. Oui, exactement. Et alors, pour finir, donc là, je vais changer de sujet. On va quitter un peu le domaine de la communication et de l'information pour revenir sur le dossier. Et alors, dans ce dossier, donc dans ce magazine, vous avez dit « Beaucoup de villes entretiennent des relations amour-haine avec leurs citoyens ». Et alors, on change de sujet, mais j'avais envie de vous entendre là-dessus, en fait, pour savoir un peu ce que vous voulez entendre par cette relation amour-haine.
Parce que c'est un sentiment personnel, mais en discutant avec beaucoup de gens, j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir ce sentiment. C'est que quand on est à Bruxelles, quand on vit, on travaille à Bruxelles, eh bien, on lui trouve des qualités, mais pas mal de défauts de vie quotidienne. Et puis, dès qu'on quitte sa ville pour quelque temps, qu'on va travailler ailleurs, elle nous manque, cette ville aussi. Et je pense que c'est pas lié qu'à Bruxelles. Je pense effectivement que le fait de vivre et de travailler dans un endroit fait qu'on est extrêmement critique. Et Dieu sait si le sens de l'autocritique à Bruxelles est extrêmement développé, beaucoup plus que dans d'autres pays. C'est la culture belge aussi. Et donc ça, c'est le côté haine. Et puis l'amour, mais c'est effectivement dès qu'on s'éloigne un petit peu de sa capitale et de sa ville, on a envie d'y revenir et on lui trouve quand même pas mal de... Là, j'ai la chance de travailler beaucoup et d'aller beaucoup à Paris. Et j'adore, quand j'arrive à Paris, je suis ravi. J'y vais quand même presque une fois par semaine. Et puis, quand je reviens à Bruxelles, je suis autant ravi, voire plus ravi, en disant, au fond, Paris, c'est génial. Et puis, Bruxelles, c'est aussi bien, c'est différent. Voilà, moi, j'aime bien Bruxelles parce que c'est une des rares villes dans le monde qui est à la fois humaine, vivable et cosmopolite, internationale. Il suffit d'aller dans d'autres villes en Europe qui ont leur charme et qui ont plein de choses, mais elles n'ont pas ce côté cosmopolite, international. Et donc, on a quelque part un petit New York vivable. Et ça, c'est pas parce que vous êtes bruxellois et que justement vous êtes amoureux de votre ville que vous portez ce regard-là par rapport aux autres. Je veux même dire, et je suis même pas bruxellois de naissance du tout. Voilà, donc ou un adopté. Je suis tout à fait adopté, oui. Voilà. Merci. Merci. Sur ces bonnes paroles, on va déjà devoir se quitter. C'est la fin du podcast Métropole. J'invite nos auditeurs à lire le magazine dont Emmanuel Goodsell, c'était donc le rédacteur en chef invité. Il est sur notre site web, le site web de Bessie. Merci à tous, merci Emmanuel Goodsell. Merci. Merci Elisa, merci à Domenico qui était à la technique. Merci de nous avoir écoutés, à vous. N'hésitez pas à nous commenter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Métropole revient très vite avec de nouveaux invités. Merci à tous et à très vite.